Bonjour à tous, nous poursuivons le dialogue de philosophie des sciences autour du cours de Nicolas Boulot, cours qu'il a donné à l'Université Paris-Est et à Sciences Po. Nicolas Boulot, bonjour. Bonjour. Nous en arrivons aux diverses philosophies des mathématiques. Comment se fait-il que sur ce sujet, sur lequel il devrait y avoir consensus, il y ait finalement tant de visions différentes? En effet, c'est curieux. D'autant plus que les mathématiciens, dans leur pratique, dans les exposés de séminaire, font comme s'ils croyaient à l'existence des objets mathématiques. Ils adoptent, pourrait-on dire, une sorte de platonisme opérationnel. Ceci ne les empêche pas de se placer dans un paysage philosophique particulier. Les philosophies des mathématiques sont nombreuses et variées. Les réalismes, d'abord, sont les philosophies dans lesquelles on considère on croit à l'existence véritable des objets mathématiques. Il y en a de plusieurs sortes, suivant la nature des relations qu'on leur accorde avec la réalité plus ordinaire. Donc là, les réalismes. L'intuitionnisme est une philosophie particulière aux mathématiques. Elle s'est développée dans l'intervalle entre les deux crises des fondements dont nous avons parlé. Le courant de l'intuitionnisme refuse le tiers exclu dans les ensembles infinis et demande que les notions mathématiques soient explicitement construites. On peut le voir comme une préoccupation préliminaire anticipant les travaux de Church et de Turing sur les algorithmes. Il y a aussi l'esthétisme, qui considère que la beauté des formules et celle des idées est un critère pertinent de la valeur des avancées mathématiques. Le professeur à Cambridge, Hardy, qui défend cette thèse, était aussi le découvreur du grand génie autodidacte Ramanujan. Alors il y a aussi les adeptes du formalisme, qui se fondent sur l'axiomatisation pour considérer que le sens des symboles n'a pas d'importance. Quant au structuralisme, je dirais que c'est plus une méthode qu'une philosophie, une manière de faire, qui insiste sur la notion de structure, les groupes, les espaces vectoriels, etc. Son paysage philosophique fut préparé par Albert Lautmann, puis, après la Seconde Guerre mondiale, le groupe Bourbaki utilisa abondamment cette manière de faire pour ordonner son grand traité. En même temps, le structuralisme faisait florès dans les sciences humaines. On peut mentionner enfin le faillibilisme qui tente d'étendre la philosophie de Karl Popper aux mathématiques. Alors, est-ce que ces arguties, en quelque sorte, et subtilités, ne risquent pas d'être un peu éthérées pour le commun des mortels? Je vous propose simplement d'évoquer quelques auteurs qui illustrent certaines de ces conceptions. Voulez-vous que nous commencions par Gaston Bachelard? C'est un penseur attachant. Un philosophe, autodidacte en mathématiques et en physique, qui trouva bien du plaisir à ses investigations et qui s'emploie à le faire partager. Oui. Gaston Bachelard transmet toujours une motivation. C'est ce qui le rend passionnant. On peut le rattacher au réalisme, mais un réalisme qui serait à la fois physique et mathématique. Pour lui, les mathématiques ne sont pas simplement une discipline servante. Vous savez, le fameux rôle ancillaire des mathématiques. Non,
elles contribuent à l'innovation et à la découverte. Les notions physiques comme la particule et l'onde sont reliées par les mathématiques. Il voit les mathématiques comme un outil aussi important que les appareils expérimentaux. Il va jusqu'à écrire « C'est un instrument mathématique qui crée la science physique contemporaine comme le microscope en biologie. Pas de connaissances nouvelles sans la maîtrise de cet instrument mathématique nouveau. On doit substituer à l'homo faber l'homo mathematicus. » Vous voyez, on est très proche de l'apophthegme de Galilée, que le monde est écrit en caractères mathématiques. Bachelard dénie à la fois au réalisme tout caractère absolu et au matérialisme tout caractère concret. Il y a des espaces de Hilbert dans le monde microscopique. Évidemment, la fécondation de la physique et des mathématiques fonctionne dans les deux sens. Peut-on considérer que le rationalisme de Bachelard devance la conception des paradigmes de Thomas Kuhn? Vous anticipez, nous en parlerons. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire cela. Kuhn a une vision beaucoup plus sociale de l'assentiment de la communauté scientifique. Bachelard se place plus au niveau individuel. Il est plus proche de la psychanalyse que de la sociologie. Vous aviez cité précédemment Edmund Husserl. Est-ce que vous pouvez revenir sur la conception que ce grand philosophe se faisait des mathématiques? C'est très intéressant en effet. L'œuvre immense de ce penseur de la phénoménologie commence par un traité sur l'arithmétique, puis après 23 volumes de philosophie, se termine par un livre sur la géométrie. Il reproche par exemple à Dedekind, vous savez, Dedekind, c'est l'inventeur de la méthode des coupures pour définir les nombres réels. Il reproche à Dedekind de n'être pas assez clair. Et en 1936, 15 ans après Löwenheim et Skolem, il réclame des mathématiques qui soient catégoriques, c'est-à-dire qui définissent sans ambiguïté ce dont elles parlent. Jean Cavaillès et Albert Lautmann rectifieront ces injonctions infondées. Et puis, vous savez, Husserl accorde aux philosophes une très haute place éthique dans la conduite des affaires humaines. Alors ces déboires en mathématiques ébranlent quelque peu les fondements de cette ambition. Vous aviez cité également Bertrand Russell, le découvreur d'une contradiction dans le système naturel de Frege et l'auteur avec Whitehead de la théorie des types. Russell est une très grande figure pour laquelle on ne peut avoir que de l'admiration. Mais il est vrai qu'il ne s'est jamais vraiment départi d'une préférence pour le formalisme vis-à-vis de l'intuition ou, disons, du talent interprétatif. Vous connaissez la phrase de 1903 que l'on cite souvent. Toute mathématique est logique symbolique, une des plus grandes découvertes de notre âge. La thèse que les mathématiques se ramènent à la logique, que l'on désigne par le terme de logicisme, ne tient pas compte de ce que les théorèmes, nous ne les avons pas tous aujourd'hui à disposition. Les résultats des années 1930 montrent au contraire que la logique et les théories mathématiques
qu'on écrit avec des axiomes spécifiques sont des mondes très différents. La logique en tant que telle, c'est-à-dire la science des tautologies, est complète et décidable. Les théories intéressantes, au contraire, sont indécidables et incomplètes. Entre les deux crises des fondements, Russell a été un point d'appui pour le courant du néopositivisme et pour Ludwig Wittgenstein dans la première partie de son œuvre. Par la suite, Bertrand Russell s'est davantage préoccupé de philosophie, de linguistique, de morale et de politique. Mais on voit bien qu'il a gardé une grande défiance vis-à-vis de la faculté interprétative, qu'il range, à tort, du côté des croyances, comme les pragmatismes américains sur lesquels il eut d'ailleurs une grande influence. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez du groupe Bourbaki, dont certains de mes professeurs parlaient encore comme ayant été à l'origine de l'enseignement catastrophique des maths modernes dans les années 1970? Alors, Bourbaki, on doit d'abord parler d'Albert Lautmann, dont la philosophie a influencé le groupe à ses débuts. À partir des mathématiques, Lautmann dégage une ontologie, c'est-à-dire une science de l'être, dans laquelle l'être véritable des notions dépend du cadre dans lequel elles interviennent. En outre, il parle des mathématiques de son temps avec un talent peu commun. Albert Lautmann. Quant à Bourbaki, c'est plusieurs choses. J'avoue que je ne suis pas très objectif à propos de Bourbaki, car pour moi, le grand traité a été le manuel dans lequel j'ai appris les mathématiques qui m'ont servi à faire de la recherche. Je considère toujours qu'il était d'une richesse extrême, malgré sa présentation. Il n'y avait pas d'hypertexte à l'époque. En particulier, par les exercices qui fournissaient tous les raffinements avec des exemples et des contre-exemples. Le structuralisme en tant que méthode, comme économie de pensée, est très séduisant pour le mathématicien. En linguistique, en anthropologie, en histoire, en psychanalyse, ça mérite discussion dans chaque cas. Mais je pense qu'en mathématiques, les structures sont une façon de condenser les idées en leur donnant une large portée qui ne fige pas, mais au contraire favorise des trouvailles nouvelles. Enfin, rendre Bourbaki responsable des erreurs pédagogiques des années 1970 est simplement une contre-vérité, et d'ailleurs bien des membres du groupe l'ont clairement fait comprendre. Alors pouvons-nous maintenant revenir sur les rapports de ces philosophies entre elles? Par exemple, d'un côté, on peut être séduit par le réalisme platonicien qui considère que les êtres mathématiques existent de toute éternité et que nous ne faisons que les découvrir, comme le fait que tout nombre premier de la forme 4n plus 1 est somme de deux carrés de façon unique, exemple cité par Jean Dieudonné dans son très beau livre Pour l'honneur de l'esprit humain. Et d'un autre côté, on ne peut s'empêcher d'accorder quelque part raison et bon droit à Russell lorsqu'il se focalise sur le formalisme. Oui. Je dirais qu'il y a une part de vérité ou de profondeur, si vous voulez, dans toutes ces philosophies. Notez que le réalisme platonicien et le formalisme, qui s'opposent, se ressemblent aussi à certains égards. C'est un peu comme le communisme soviétique et le capitalisme, qui prônent tous les deux le progrès matériel et l'usage maximal des ressources naturelles.
Alors, qui est le communisme, qui est le capitalisme? Comme vous voulez. Pour le réalisme platonicien et pour le formalisme, il y a un réel absolu, les idées d'un côté, les formules de l'autre. Et ce réel est si fort qu'il existerait même sans les humains. Et du coup, ils perdent l'un et l'autre le moyen de penser vraiment la finitude de l'homme et de ses connaissances. Russell parle comme si tout le développement futur des mathématiques était à disposition. Et le platoniste oublie que les idées, c'est nous qui les fabriquons. Les idéalités, d'ailleurs, non seulement nous les envisageons, mais nous les voulons. Pensez aux algorithmes. D'un certain côté, c'est le mieux qu'on puisse faire pour définir vraiment les décimales d'un nombre. D'un autre côté, nous avons la volonté de donner existence à tous les nombres réels, même ceux que l'humanité ne rencontrera jamais. Parce que c'est plus prometteur, plus ouvert. L'autre attitude, exclusive, est moins féconde. Et moins belle aussi. Nous rejoignons ainsi l'esthétique, et donc finalement, toute la socialité de la fabrication de connaissances. Très bien. Mais alors, vous-même, quelle est votre position? Vous n'avez pas livré vos propres vues. Je ne souhaite pas mettre en avant ma philosophie, surtout au début. Cela transparaîtra clairement dans l'ensemble du cours, ne serait-ce que par la subjectivité avec laquelle seront abordées les diverses thématiques. Nicolas Boulot, merci beaucoup. Nous évoquerons la prochaine fois les philosophies du hasard, et je vous rappelle que ce cours est édité aux éditions Spartacus IDH.